Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le pouvoir en Algérie n'est pas ce que l'on croit. C'est un pouvoir très intelligent. Une dictature intelligente. Une dictature, comme vous y allez. On n'est pas une dictature, regardez Boualem Sansal. Il n'arrête pas de nous égratigner, de machin, il vit en Algérie tranquillement, allez le voir. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes, déjà. Ça se radicalise de plus en plus, ça devient de plus en plus fou, de plus en plus bête. Ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est pire que tout ce que nous avons connu. Est-ce que vous êtes senti parfois en danger en Algérie? On ne ressent pas le danger. Et puis jusqu'au jour où ça se produit. Et là, la sidération. Nous commémorons aujourd'hui la tragédie du 13 novembre 2015, un massacre sanglant qui a marqué nos mémoires et qui a marqué l'histoire. Alors, la détention de Boualem Sansal en était une autre. Celle-là, elle a bien fini, il n'y a pas de comparaison, ce sont des situations différentes, mais bon, nous sommes tous réjouis et rassurés de savoir que Boualem Sansal est sorti des geôles algériennes. Nous sommes avec Kamel Bencheikh, qui est du comité de soutien de Boualem Sansal et qui le connaît bien, et qui vous publiez un livre. Là, vraiment, vous n'avez pas calculé, vous ne pouvez pas le savoir. Vous êtes en parfaite synchronisation avec l'actualité. Déjà, première question basique, est-ce que vous avez eu des nouvelles? Est-ce qu'il est joignable, Boualem Sansal? Il n'est pas joignable. Je lui ai envoyé un texto ce matin et un mail. Je me suis dirigé vers des médecins que je connais à l'hôpital de la Charité à Berlin. On va avoir des nouvelles très bientôt, mais pour l'instant, on ne les a pas. Célèbre hôpital de la Charité à Berlin qui a fait l'objet d'une série télévisée, puisque son histoire commence déjà avant le nazisme. C'est l'hôpital militaire. Bon, en tout cas, il est en sûreté là-bas, en territoire de République fédérale allemande. Voilà, sous protection des autorités allemandes. Kamel Bencheikh, on s'y attendait un petit peu, beaucoup ou pas du tout? Pas du tout. Pour ma part, moi, je m'y attendais pas du tout. J'ai espéré de nombreuses fois, le 5 juillet, par exemple, pour la fête de l'indépendance algérienne, je pensais vraiment qu'après sa condamnation, le 4 juillet, il aurait une grâce. Je me suis dit, il va sortir par la grande porte. Et puis, pour les fêtes musulmanes de l'Aïd, là aussi j'ai cru. Le 1er novembre, c'est le déclenchement de la guerre de libération algérienne. Oui. Là, je me suis dit, ça ne se fera pas, il va pourrir en prison. Souvenir du 1er novembre 54, hein. Voilà, tout à fait. La fameuse lune de la Toussaint qui est le début du conflit algérien. Les scénarios possibles étaient quoi? Au moins 1 an, et puis peut-être 2. Enfin, il y avait des étapes. On avait un peu extrapolé là-dessus. Alors, vu comment le président Tebboune a parlé de lui, souvenez-vous, bâtard, fils d'un Marocain, on ne connaît pas son nom, etc. Moi, je m'attendais à ce que... je pensais que les islamistes ne le laisseraient pas sortir de toute manière. Ils le cherchaient depuis si longtemps. Et écoutez, je l'ai vu quelques semaines avant qu'il parte. Et depuis 2 ans, 3 ans, je n'arrête pas de lui dire, Boualem, n'y va pas. Il faut absolument que tu restes en France. Et il me disait ce qu'on vient d'entendre, ce qu'il vient de dire. Écoute, j'y vais, je leur sers d'alibi. C'est une dictature, mais ils disent, regardez, il y a un mec qui nous aime pas, qui dit le plus grand mal de nous, mais... comme nous sommes des démocrates, on le laisse parler. Est-ce que ne sont pas ces propos qui auraient pu susciter dans la tête des autorités algériennes le dire, s'il dit ça, justement, on va l'arrêter. En tout cas, on était dans une situation de prise d'otage d'État. Exactement. Il y a l'incarcération d'intellectuels contestataires, admettons, de la part d'un système tyrannique, et en plus l'otage parce que les moyens de pression vis-à-vis de la France et puis des pays. Exactement, mais ce n'est pas venu comme ça. Il y a déjà la prise d'opposition du président de la République française concernant la marocanité du Sahara. Bien sûr. Et puis, Boualem a parlé dans un média Frontières sur les frontières algéro-marocaines. Et puis voilà, il n'attendait que ça. Le pouvoir algérien n'attendait que ça. Et puis il est tombé au bon moment. Alors il est tombé au bon moment. C'est vrai que la tension entre la France et l'Algérie était, dans sa pire expression, entre les OQTF qui sont refusés, les renégociations des accords de décembre 1968, les positions de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui dit qu'il faut de la fermeté avec l'Algérie. À votre avis, quelle est la façon la plus pertinente aujourd'hui de traiter les relations entre la République française et l'Algérie? C'est un dossier qui est ancien, ça a commencé en 54, finalement ça ne s'est jamais vraiment terminé, avec des périodes de rémission. Les mains ont été tendues souvent dans les 2 situations, et nous avons en France des millions d'Algériens qui n'aspirent qu'à une chose, c'est une sérénité entre ces 2 pays et une réconciliation. Qui a intérêt à maintenir cette tension entre la France et l'Algérie? Pour l'instant, le pouvoir algérien, il ne faut pas que je dise Algérie, mais le pouvoir algérien, on est bien d'accord. Il y a une rente mémorielle
réelle sur laquelle il s'appuie. C'est une légitimité pour le pouvoir algérien. Le fait que Bruno Retailleau soit parti et que Nunez soit venu, n'oublions pas qu'il est né en Algérie. Nunez connaît très bien l'Algérie, il est né à Oran. Donc, je vois une sorte d'apaisement. Lui, il est plutôt pour le dialogue parce qu'il a peut-être les éléments du dialogue. Alors que Bruno Retailleau était dans la confrontation en disant ça suffit maintenant, on va pas passer notre vie à nous écraser. Nous avons des droits et l'Algérie a des devoirs envers nous, on va les appliquer. Ça n'a servi à rien qu'à crisper. Et Nunez va rentrer plutôt dans un dialogue. Mais les deux pays ont des droits et des devoirs. Il faudrait que vraiment ils se regardent comme des pays étrangers, souverains, et qu'on ne parle plus de la colonisation. Ça suffit. 63 ans, il faut qu'on passe à autre chose. Regardez ce qui s'est passé entre l'Allemagne et la France avec une deuxième guerre mondiale terrible. Il faudrait aujourd'hui que le pouvoir algérien puisse passer à autre chose. Quel gigantesque gâchis quand on sait la beauté de ce pays, la grandeur du peuple algérien, l'histoire. Tout aurait pu être mis en place pour que cette issue soit heureuse depuis 62. Certains l'avaient espéré, d'autres ont tout fait pour que ça n'aboutisse pas. Aujourd'hui, c'est la victoire qui continue de l'OAS et du FLN radical, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à faire la paix entre les deux pays. Exactement, mais il faudrait que, pour que ça s'apaise entièrement, que nous revienne également, il ne faut pas l'oublier, Christophe Glaise. Il y a un journaliste français qui est là-bas. On va en parler, bien sûr. Il y a encore un otage. Oui, exactement. Alors lui, ça va être plus tendu, parce qu'ils ont fait un geste pour Boualem Sansal. Pas sûr qu'il lâche Glaise. Alors que pour moi, c'est plus facile pour Glaise que pour Sansal, puisque Sansal a la double nationalité algérienne et française, alors que Glaise n'est que français, si je puis dire. N'est que français. Nous sommes dans le studio également avec Alexandre Delval, parce que vous publiez le Nouvel Ordre post-occidental. On va parler, est-ce que le terrorisme reste un risque? Vous connaissez Boualem Sansal, hein, oui, Alexandre Delval. Je ne suis pas ami personnel comme M. Bencher, mais j'ai beaucoup d'estime pour lui, nous nous respectons mutuellement. Et nous avons aussi tous les deux un prix en Suisse sur les travaux sur l'islamisme radical. Nous avons reçu un prix, vous savez, en même temps, deux prix en même temps. Et à cette occasion, on a un petit peu échangé et effectivement, je constate son extrême courage. Moi-même, j'étais surpris, je ne sais plus si je lui fais la remarque, continuer à aller dans ce pays où tout indiquait qu'un jour il serait une cible. Moi, je salue un extrême courage physique, parce que même s'il trouvait un argument pour dire ils vont quand même m'épargner parce que je suis un alibi, il savait tout de même que c'était extrêmement dangereux pour lui. Il était la cible idéale à la fois du nationalisme francophobe et de l'islamisme, parce que l'islamisme a été combattu vaillamment en Algérie. Mais n'oublions pas que la concorde civile de l'ancien président Bouteflika a consisté à intégrer l'islamisme dans le système pour une sorte de pacification. Ça part d'un esprit assez, on peut dire c'est pragmatique, mais la société s'est énormément réislamisée dans un sens d'un islam de plus en plus, je dirais pas radical, mais bêtement traditionnaliste, avec même une infiltration de salafisme et de frères musulmans qui pourtant étaient soi-disant combattus par le régime. Donc la société est beaucoup moins tolérante à la critique, à la raison, à une vision comme votre homologue, l'ancien mufti de Marseille, Bencher, qui parlait d'un patrimoine que chacun pourrait interpréter avec sa raison. On ne peut plus le faire dans la plupart des pays musulmans. Et l'Algérie a fait une sorte de synthèse islamo-nationaliste. Et c'est pour ça qu'elle s'entend très bien avec Erdogan, avec la Turquie qui elle-même a fait une synthèse nationale islamiste après avoir détruit le laïcisme kémaliste. Pourtant, Kamel Bencher, au début, le FLM, je parle de l'époque historique avec Krim Belkacem, le comité des Neuf, Ben Bella et Boumedienne, on n'est pas sur une approche laïque, mais le poids de l'islam dans la revendication nationale algérienne n'est pas aussi lourd qu'il est. Non, il n'était pas lourd du tout. Il était encore moins lourd avec Ferhat Abbas et Ben Khedda, les deux premiers présidents algériens. Et Messali Hadj, bien sûr. Oui. Et Messali Hadj n'a jamais eu de responsabilité, alors que Ferhat Abbas et Ben Khedda ont été présidents par intérim. Ils sont musulmans, il n'y a aucun problème. Ils sont musulmans, mais laïcs. Oui, et il parlait, Alexandre Delval parlait à l'instant de la Turquie. Et ben, Ferhat Abbas n'arrêtait pas de glorifier Kemal Atatürk. Et voilà, Mustafa Kemal Atatürk, qui est le père de la laïcité, qui reste aujourd'hui, on le sait peu, c'est quand même une référence de la laïcité. Absolument. Et il a fait de la Turquie un État exemplaire qui aujourd'hui a été dévoyé par les régimes successifs. Je vais peut-être vous choquer, mais pour moi, c'est le plus grand homme que la Terre ait porté.
Alors, vous n'êtes pas seul à le penser. Pourtant, Mustafa Kemal n'a pas toujours été d'une tendresse extrême. Il a été un dictateur, mais un dictateur lumineux. Voilà. Mais aujourd'hui, au vu de ce qu'on voit comme régime autour de la Méditerranée, il reste une référence pour beaucoup d'hommes politiques français, profondément démocrates, pour certains de gauche. Donc, je partage votre avis. Messieurs, on se retrouve dans quelques instants. On fait une pause. On va continuer à parler de cette libération heureuse de Boualem Sansal. Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. Nous sommes avec Kamel Bencher et Alexandre Delvalle. Nous décryptons les circonstances dans lesquelles Boualem Sansal a été libéré et puis les enjeux que cela suppose. On fera de la géostratégie tout à l'heure avec vous, Alexandre Delvalle. Kamel Bencher, est-ce qu'il y a... Alors bon, Boualem Sansal a révélé qu'il y a des intellectuels algériens, et français mais algériens, qui se battent pour la liberté. Est-ce qu'on pense qu'il y a d'autres écrivains algériens, peut-être connus ou moins connus, qui, en Algérie, continuent à se battre pour la liberté? Je pense essentiellement à un jeune que je ne connais pas et qui s'appelle Mohamed Tajadit. Il a 31 ans, c'est un poète, on l'appelle le poète du Irak, ce mouvement populaire qui est né en 2019, et il vient d'être condamné la veille de la libération de Boualem Sansal à 5 ans de prison, la même peine que pour Boualem, parce qu'il a mis sur sa page Facebook « Je ne suis pas satisfait ». On est vraiment dans des conditions d'état totalitaire, j'allais dire un peu à la chinoise ou à la soviétique, où on vous poursuit avec les réseaux Internet, on vous repère et on vous emprisonne immédiatement. C'est ce qui est arrivé. Et il n'y a aucun recours. Il n'y a aucun recours. Aucun espoir. La justice algérienne est aux ordres du pouvoir, il n'y a pas de distinction. C'est ce qu'on appelle la justice du téléphone. C'est-à-dire il suffit que le ministre de la Justice dise au juge voilà ce qu'il faut condamner et il le fait. Pourtant, est-ce qu'il y a une conscience aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une opposition? On a connu les historiques. Bon, pour moi, la dernière référence, c'est Sinaï Hamed qui a essayé en Kabylie avec le parti des forces socialistes. Est-ce qu'il y a une opposition qui essaie d'exister en Algérie? Au Sinaï Hamed, je ne sais pas si vous connaissez Saïd Sadi. Bien sûr. Qui a fondé le RCD. Je parlais des historiques, les derniers. Voilà. Oui, Saïd Sadi qui a fondé... Les leaders ont comme tous mal fini. De Krim Belkacem à Mohamed Boudiaf, tous ont été tués. On les tue. Tous ont été tués. Des héros. Des héros. Exactement, surtout Boudiaf. Oui. Hossein Ahmed est le fondateur du FFS, auquel a appartenu Saïd Sadi, qui a fondé par la suite le RCD, le Rassemblement pour la culture et la démocratie. C'est un ami, donc je peux en parler facilement, et c'était quelqu'un de laïque, et il aurait pu sauver le pays. Algérie qui vit des tragédies depuis 91, au point qu'on on oublie, on a dû supprimer le suffrage universel, les choix tragiques. Aujourd'hui, il y a des polémiques. Est-ce qu'il faut supprimer les suffrages universels qui seraient sous mauvaise influence? On remet en cause le système démocratique. Il a fallu le faire, et je connais les démocrates, j'étais à l'époque à l'événement du jeudi, Jean-François Kahn, qui m'a dit c'est d'une violence inouïe, mais il est à un moment donné des entorses qu'on est obligé de faire à la morale politique pour sauver la liberté. On en est où aujourd'hui en Algérie? Il y a un peuple qui est là, qui attend une jeunesse, j'allais dire pleine de ferveur, confrontée à une tragédie. Est-ce qu'il y a un espoir un jour que ce régime, entre guillemets, s'améliore? J'ai pas dit qu'on passe tout de suite à la Confédération helvétique. Est-ce qu'il y a un espoir d'amélioration? Est-ce que dans la classe politique du FLN ou dans l'armée, il y a une tendance plus modérée qui dit à un moment donné, il va falloir lâcher du lest? Ça ne dépend pas de 1991, de la décennie noire. C'était bien avant, puisque dans les années 80, il y a eu la tragédie du printemps berbère, des centaines de jeunes qui ont été tués parce qu'ils réclamaient le droit de parler kabyle, par exemple. Je peux parler d'autres tragédies. Réalité qui continue. Il y a toujours une identité kabyle qui demande à exister et qui est réprimée par le jacobinisme algérois, si je peux m'exprimer ainsi. Tout à fait. Vous êtes vous-même kabyle ou non? Je suis moi-même kabyle, mais c'est pas pour ça que je parle je suis kabyle, mais je suis algérien. On est bien d'accord. Non, mais en France, on connaît bien la nuance entre les Bretons, les Corses, les Alsaciens, et pour autant, on est d'excellents citoyens français. Voilà, exactement. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, il y a eu des entorses, et il y a une entorse avec laquelle j'étais d'accord. Je l'avoue, lorsque les islamistes ont gagné les élections en 92... Le fils. Voilà, le fils a gagné les élections, d'abord municipales, ensuite législatives. Il fallait donner un coup de frein, parce qu'on ne peut pas permettre à des antidémocrates de prendre en otage le pays. Et Kamel Bencher, avec cette même logique, pourquoi le peuple algérien en était-il venu à voter pour de tels extrêmes, si ce n'est qu'il se sentait floué, trahi? C'est ça la vérité. Donc on va vers les extrêmes, et puis voilà, alors là on a pu empêcher le scrutin. Si le fils avait pris le pouvoir, on serait dans un état aujourd'hui tenu. On serait en Afghanistan.
D'accord, on aurait une forme de Daesh algérienne. Exactement, les talibans. Là, et aujourd'hui, cet intégrisme islamique de contestation, ce parti de la colère et donc de la souffrance, est toujours présent dans le paysage politique algérien. Oui, il est mis de côté, mais il y a des islamistes qui sont au pouvoir. Hein. Il faut le savoir. Hein. Donc on a fait des concessions à l'islamisme sur le plan idéologique, justement pour avoir une certaine paix. Exactement. Et Alexandre Delval a parlé tout à l'heure des islamistes, de l'islamisme en Algérie. Bouteflika, qui a signé la concorde civile, a permis aux islamistes de descendre des maquis et de ne pas être jugés. Et ça, c'est scandaleux, parce que les gens qui ont eu des femmes violées, des enfants égorgés, ne peuvent pas avoir réclamer la justice aujourd'hui. Kamel Benchek, si on repart, je vais faire une politique fiction, on repart à Évian. On se remet tous autour de la table. Est-ce qu'il y a... alors en France, il y aura des forces qui sont prêtes à tout reprendre à zéro, même Bruno Retailleau serait prêt. Est-ce qu'il y a de la part du pouvoir algérien une volonté, à un moment donné, j'allais dire, s'il sort bénéficiaire de l'accord, de reposer le problème calmement, sereinement, entre ces deux grandes nations? Je me souviens du premier voyage de Valéry Giscard d'Estaing en 78 à Alger. La France historique salue l'Algérie indépendante. On sentait qu'on voulait tourner la page de l'histoire et construire quelque chose ensemble. Est-ce que cet espoir est une réalité à laquelle on peut croire, ou la situation est très, 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 très clivée? Je ne sais pas, je ne peux pas faire de la politique fiction. Ce que je sais, c'est que je regrette. Il y a eu 1 million, on dit qu'il y a eu 1 million de morts d'Algériens qui ont été tués pendant les 7 ans de la guerre de libération, mais moi je regrettais également mes concitoyens pieds noirs. S'ils étaient restés en Algérie, l'Algérie serait un pays multicolore. Tout était fait pour. Dans les accords d'Évian, il est convenu, bien sûr, on se souvient de Georges. Il y a eu ce qu'on appelle la valise ou le cercueil. Les deux extrêmes qui se prennent. Donc c'est plutôt la tendance moumédienne, c'est l'armée d'extérieur qui dit pas de négociation, alors que l'aile majoritaire du FLN était prête, tout simplement parce qu'il considérait que la présence française allait permettre à l'Algérie indépendante, j'allais dire, de progresser et d'accéder à un niveau de vie et de niveau économique qui était vous avez dit le nom de Boumedienne. Tout nous vient de Boumedienne. La dictature absolue, la prise de contrôle par l'armée des frontières, alors qu'il y avait une armée à l'intérieur dirigée par Chaabani et compagnie. Et aujourd'hui, nous assistons à quelque chose d'immuable, j'allais dire. Hein. Et vous avez parlé, si je peux me permettre, des pieds noirs. Pour nos auditeurs, c'est important de comprendre que ce n'étaient pas tous des colons. Seuls 4 ou 5% des pieds noirs étaient des colons franco-français qui avaient des terres, mais la majorité, c'était des Espagnols, des Maltais, des Gitans, même des Gitans andalous. Il y en a beaucoup qu'on retrouve dans le sud de la France, même autour des Gypsy Kings. Il y en a qui sont nés en Algérie, à Oran. Il y avait beaucoup d'Italiens, de Siciliens. C'était en fait des gens qui étaient des prolétaires, qui n'étaient pas des colons. Et tout ça a été viré, y compris les Juifs qui n'étaient pas des pieds noirs, qui étaient des séfarades, des autochtones, qui étaient là même parfois avant l'islam. Tout cela a été viré parce que c'était pas arabo-musulman. Et c'est une véritable purification ethnique qui a eu lieu, où on a viré tout ce qui n'était pas en accord avec le pouvoir actuel à l'époque. Une mosaïque de nations, de culture. Aussi les harkis, vous avez parlé des les harkis ont été totalement désarmés pour que le FLN puisse les saigner. Et ils n'ont même pas eu le droit d'émigrer en France pour être sauvés et épargnés. Il y avait même des règles avec Mesmer qui faisaient qu'on rapatriait en Algérie le harki qui aurait osé s'infiltrer dans un bateau pour être sûr qu'il soit livré aux soi-disant vainqueurs du FLN. Ça, c'était absolument inouï. On n'a jamais vu un pays qui désarme ses combattants volontaires pour les offrir à l'ennemi. Et de toute manière, même les harkis qui sont arrivés en France, ils ont été mis dans des camps. Oui, certains étaient renvoyés, c'était la doctrine Mesmer, et après on les a parqués dans des camps jusqu'à aujourd'hui. En 2025, il y a encore des ghettos de harkis en France. Tâche indélébile dans la mémoire du gaullisme. Le général de Gaulle, qui aujourd'hui est tant célébré, et étant commémoré, et étant loué pour, effectivement, la France qu'il nous a laissée, avec cette zone d'ombre qui est... Et on sait qu'il est alerté, on sait qu'il est interpellé, et il comprend qu'il faut fermer les yeux, et on laisse... Alors évidemment, pour le FLN, ce sont des collabos, mais même pour une partie de la gauche française, aujourd'hui, vous dit, mais ils n'ont eu que ce qu'ils méritent quand on sait les souffrances et les atrocités qu'ils ont subies. Or, ils s'étaient battus pour la France, il y a eu la même chose en Indochine, et aujourd'hui, cette page est définitivement tournée. Les harkis, c'est terminé. Alors, la deuxième génération est là, et pourtant, modèle d'intégration, les harkis, aujourd'hui, en France. Oui, tout à fait. Oui, les harkis, il y a des maires, il y a des adjoints aux maires, il y a même des députés issus de la communauté harki, et c'est heureux.
Comment vous voyez l'avenir, Kamel Benchek, entre vous connaissez la phrase que l'on sort souvent de Boumedienne qui dit « Ne nous pressons pas, nous les conquérons avec le ventre de nos femmes », et le général de Gaulle qui dit « Je donne l'indépendance à l'Algérie parce que sinon ça sera Colombey, les deux mosquées ». Oui. Est-ce que pour autant on a des perspectives pour penser qu'un jour on pourra, ces deux peuples, au niveau des peuples, trouver une entente? Avec le Maroc et la Tunisie, les choses se sont apaisées, même si c'est pas idéal. Est-ce qu'un jour on pourra retrouver une fraternité? Je rêve déjà que les frontières s'ouvrent entre les pays maghrébins, le Maroc et l'Algérie. J'aime beaucoup le Maroc, j'y vais assez souvent. Les peuples algériens et français ne se détestent pas, contrairement à ce que veut faire croire le régime algérien. Et il faudrait que tout ça s'apaise et que on puisse aller. Moi, je ne peux pas aller en Algérie, mais j'aimerais y aller, j'aimerais y retourner. Les Algériens de France peuvent peser aujourd'hui s'ils se concertent, s'ils se rassemblent pour établir un lien, au moins au niveau de la France, en disant nous, on ne veut pas de cette. C'est un espoir, un vœu que je prends à mon compte. Il faut toujours espérer. Il faut toujours espérer. Oui. Dans l'histoire, il y a des miracles qui se sont produits. Bon, espérons que le souvenir de cette, il y a eu une union à un moment donné. Voilà. Et Dieu sait si pourtant le comportement colonial, il faut pas se cacher, et le comportement de la République française, que l'armée de la République ait pu commettre ce qu'elle a commis pendant la guerre d'indépendance. Il faut tout dire, il faut tout mettre sur la table, et peut-être pourrons-nous dans le dialogue et en se disant la vérité, les yeux dans les yeux et le cœur dans le cœur, on pourra peut-être un jour évoluer. Kamel Benchek, vous restez avec nous parce que c'est moi qui vais vous faire intervenir sur les sujets que je vais évoquer avec Alexandre Delval. Alexandre Delval, voilà, on commémore aujourd'hui le 13 novembre 2015. On parle avec Kamel Benchek de la tragédie franco-algérienne parce que c'est une tragédie qui n'en finit pas. Il faut rester, et les experts que j'ai souvent reçus ici, de la police ou de la justice, nous disent c'est pas prêt de se calmer. Est-ce qu'il faut rester très très vigilant sur ces tensions? Mais bien sûr, on peut comprendre les choses si on étudie sur le temps long. Alors 30 ans, c'est pas vraiment le temps long, mais c'est déjà beaucoup plus que l'immédiat. Ça fait à peu près 30 ans que j'étudie ce phénomène de l'islamisme. Ce que j'ai constaté, c'est que plus l'islamisme radical a professionnalisé, multiplié des attentats islamistes de type djihadiste, en tuant des innocents dans le métro, dans des rues, dans des places publiques, à Nice, où il y avait même des musulmans qui ont été victimes, y compris des femmes volées qui ont été victimes. Les musulmans sont souvent les premières victimes de l'islamisme, rappelons-le. Parce que déjà, pour un djihadiste de type salafiste djihadiste, un musulman qui n'adhère pas à son petit groupe sectaire de djihadistes salafistes n'est pas un musulman, c'est un apostat. Donc s'il meurt, Dieu reconnaîtra les siens, s'il meurt dans une explosion, dans un marché, n'importe où, aucune importance pour un djihadiste. De même, Alexandre Delvalle, que nous avons, y compris des auditeurs qui nous appellent en disant nous sommes musulmans français, ne nous assimilez pas, je vous en supplie. Absolument. Les mots islamisme, et ce problème de vocable est important. Bien sûr qu'on ne fait pas la confusion, pourtant c'est une réalité. Et il y a un islamisme qui est extrêmement actif. Alors ce qu'il faut répondre, et mes élèves souvent musulmans, très très souvent musulmans, me disent mais on n'est pas d'accord avec cet amalgame. Absolument. Je leur dis mais attention, ne renversons pas les choses. L'amalgame est regrettable. Moi j'ai travaillé beaucoup avec des musulmans qui avaient une vision très intéressante de la religion, qui est pas une vision moderniste française, parce qu'à Bagdad, à l'époque de gloire du califat abbasside à Bagdad, nous avions une école, les Moutazilites, qui utilisait la raison, y compris sur les textes, qui faisait primer la raison sur la foi, comment dirais-je, traditionnelle, et qui ont été à l'origine de traductions de milliers d'œuvres grecques, juives, perses. Il y a eu un islam éclairé. Mais cet islam éclairé, il était à l'époque où l'islam n'était pas celui d'aujourd'hui. Nous devons beaucoup, on est d'accord. Nous devons beaucoup. La connaissance d'Aristote et les mathématiques. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que cet islam a été éclairé quand il était totalement opposé à l'orthodoxie. Aujourd'hui, pour nos auditeurs, depuis le Xe siècle, il n'y a que 4 écoles juridiques de l'islam sunnite qui sont en place. Ce sont les écoles juridiques qui rejettent justement l'école modérée du Moutazilite. Donc quand on remercie l'islam pour de la philosophie qui nous a été donnée à Bagdad, on oublie que c'était pas du tout le même islam. Et ce qui est très étonnant, c'est que les Lumières existaient bien avant l'obscurantisme. L'obscurantisme est venu après les Lumières. C'est l'inverse de chez nous. À Bagdad, au IXe siècle, on était plus libre de critiquer les textes
textes. Il y avait plus d'écoles juridiques. Pour nos auditeurs, il y avait 20 maddaïb. Les maddaïb, c'est les écoles juridiques dans le sunnisme. Il y en a 4 aujourd'hui. 16 maddaïb, les soufis, les moutazilites, tous ceux qui n'étaient pas dans l'orthodoxie ont été bannis. Donc le soufisme est antérieur au salafisme. Il est antérieur au salafisme. Alors il a plusieurs facettes. Mais moi, quand j'ai rencontré l'imam d'Al-Azhar il y a 2 ans, donc la plus haute autorité de l'islam sunnite, j'ai été frappé de voir que l'orthodoxie, qui pourtant critique l'islamisme, il a dit vous avez tort de recevoir les frères musulmans chez vous, il nous a quand même dit que la loi islamique permet de couper un bras ou de tuer la personne qui est déviante. Donc vous imaginez l'état du monde musulman, la plus grande école juridique de l'islam qui est supposée modérée et qui combat l'islamisme radical, vous donne ce genre de préceptes. Donc si vous voulez, le monde musulman est frappé par une orthodoxisation qui est le lit de l'islamisme. Le problème n'est pas que l'islamisme. J'entendais tout à l'heure cette dame qui était victime, elle dit on combat la haine. C'est beaucoup plus complexe que la haine, c'est un programme califal. Le djihadiste ne vous tue pas parce qu'il vous déteste. Je vais choquer en disant ça. Si on étudie de manière géopolitique, c'est-à-dire en se mettant dans l'esprit, le djihadiste vous tue parce qu'il pense que ça va faire parler de l'islam, l'attentat va attirer les médias, ça va faire parler de l'islam, ça va créer donc un prosélytisme parce que quand on en parle en bien ou en mal, on en parle. Et d'ailleurs, vous remarquerez, c'est ce que j'ai tout à l'heure, plus il y a d'attentats islamistes, on ne peut pas dire que les islamistes diminuent. Plus il y a d'islamistes, y compris en France, y compris aux États-Unis. J'ai vu des études scientifiques depuis 2001. Il n'y a jamais eu autant de conversions à l'islamisme radical qu'après 2001. Donc on est dans un phénomène de communication. Voilà. Vous qui êtes dans la communication, pour vous c'est évident. Oui, avec d'autres objectifs, évidemment. Le terrorisme est une forme de publicité gratuite parce que quand c'est un attentat low cost, ça coûte rien. Mais il a plus de pubs qu'une multinationale qui achète des espaces sur TF1. Kamel Benchek, vous êtes musulman ? Non, je ne suis pas musulman. Mais vous connaissez la culture musulmane. Vous êtes, plus ou moins. Comme on dit que je ne suis pas catholique, mais je suis dans le catholicisme. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'islamisme ou la crucifixion de l'Occident, publié aux éditions France Fanon et préfacé par Stéphane Rosès. Pour autant, il y a un islam éclairé qui existe, il faut le soutenir. Il y a des soufistes. Voilà. Kamel Benchek, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. On va suivre évidemment le dossier de Boualem Sansal. Je pense qu'il va revenir en France. Et puis vous viendrez nous donner des nouvelles dès que vous en aurez. Plaisir, merci infiniment. Merci pour votre présence. Doit-on redouter de nouveaux attentats ? On en parle avec Alexandre Delval. Vous restez bien avec nous. On est ensemble jusqu'à 14h. Et puis n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h. Sud Radio. La France dans tous ses états. Alors nous sommes avec Alexandre Delvalle qui partageait l'antenne tout à l'heure avec Kamel Benchek pour la libération de Boualem Sansal. Là on va aborder, Alexandre Delvalle, la thématique de votre livre qui est le nouvel ordre post-occidental. Donc il y a un ordre post-occidental, ça on le savait, et il est en train de se renouveler, c'est-à-dire qu'il y a un Occident qui s'effondre pour en laisser la place à un autre, ou c'est un Occident qui se divise ? Alors c'est un Occident qui se divise, ça c'est certain, parce que justement l'Occident n'est plus l'Occident. C'est le début du livre. Je commence un peu sur la généralité pour arriver au particulier. L'Occident, normalement, c'est une civilisation. De Gaulle, c'était un peu politiquement correct. De Gaulle disait chrétien, blanc, européen, grec et latin. D'autres ont dit Rome, Jérusalem, Athènes, Rome, gréco-romain, le droit romain, la philosophie grecque. En gros, ça, c'est l'Occident enraciné. Qui est situé. Et cet Occident-là, il était devenu un obstacle pour ceux qui ont un projet, et je ne le dis pas de manière péjorative, un globaliste. Il y a des gens très sincères. Universaliste, on va dire, généreux. Absolument, ce qui est tout à fait noble. Mais les globalistes utilisent la générosité de celui qui se sent citoyen du monde pour un projet, en fait, c'est l'hybris. C'est le projet de domination mondiale. Et l'Occident n'est plus devenu une civilisation enracinée. Il s'est défini comme quelque chose qui est l'univers, la planète. Et donc, en se définissant de manière non identitaire, uniquement universelle, eh bien cet Occident est devenu rien. Il est devenu rien, mais en même temps, il est tout, puisqu'il veut conquérir tout le monde, puisqu'il estime que son domaine d'action, c'est toute la planète. Et comme il n'a pas de racines, eh bien, il est considéré par d'autres civilisations comme un virus
virus qui va tout déconstruire. La famille, avec le wokisme, etc. La nation, puisque la nation c'est fasciste. Mais tout ça, en fait, derrière tout cela, il n'y a pas que des belles idées. Il y a des belles idées pour ceux qui y croient sincèrement. Je suis citoyen du monde, on entend souvent cela, beaucoup de gens sont sincères. Mais les globalistes, c'est-à-dire en fait les multinationales et l'empire américain. Est-ce que ces globalisateurs, ces occidentaux globalisateurs, est-ce qu'ils ne sont pas porteurs d'un néolibéralisme financier qui transforme la planète en part de marché, avec des flux financiers, et que finalement l'homme n'est plus au centre de cet enjeu globalisateur on se souvient, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, là ça serait êtres humains essayant de faire une grande communauté planétaire, et ce sont des marchés financiers qui s'emparent de territoires pour pouvoir assouvir leurs profits. Je pense qu'il y a deux choses, parce que souvent les choses sont complexes, il n'y a pas une seule explication. Première explication, effectivement, le marché mondial, ce que le sociologue américain Benjamin Barber a appelé Macworld, donc des multinationales qui veulent un homme unidimensionnel qui va acheter les mêmes vêtements, homme-femme, une sorte de soupe mondiale, avec bien sûr une pop culture qui accompagne tout ça, avec toute l'industrie de l'entertainment, Hollywood, la musique, etc., qui a littéralement envahi les pays européens qui n'ont plus de musique traditionnelle. À part vous, les Basques et quelques Corses, plus personne n'a des chants traditionnels. Donc ce Macworld, il a une logique industrielle, il a besoin d'économies d'échelle, donc plus il y a de marchés larges, sans frontières, plus ça va être rentable. Ça, c'est la première explication. Mais il y a une autre explication, je commence le livre avec cela. C'est ce qu'on appelle les néoconservateurs, ou c'est une nuance plus structurel que ça. John Hickenberry, qui est un grand analyste universitaire de Princeton et qui défend le mondialisme, donc c'est pas un populiste, il le défend. Il a dit lui-même, ceci est l'ordre international libéral fondé sur des règles. J'entends pas règles du droit international, des règles américaine. Et il dit, l'Amérique, pour rester un empire longtemps, parce qu'il va se fatiguer, devrait être obligé de déléguer, de diluer un peu son impérialisme en le masquant derrière quelque chose qui a l'air d'être universel. Et c'est l'origine de la déclaration de M. Joe Biden quand la guerre en Ukraine a éclaté en 2022. Il a dit, l'ordre international libéral occidental fondé sur des règles est en danger. En fait, l'ordre international libéral qui se présente comme le monde, n'est en fait qu'un glacis de l'empire américain. Donc il y a deux forces qui ont créé ce globalisme. Une force intéressée qui n'était pas sincère parce qu'elle est avant tout nationale, impériale, c'est l'Amérique profonde, c'est le deep state américain qui veut dominer la planète, c'est l'hubris. Et une deuxième force qui est complémentaire, qui souvent est en accord, mais pas toujours, c'est les multinationales qui, elles, sont déterritorialisées et qui détestent les frontières parce qu'elles veulent pas payer d'impôts, elles aiment l'optimisation et elles veulent un marché global. Alors tout allait dans le meilleur des mondes jusqu'à que, j'allais dire, les démocrates perdent le pouvoir aux États-Unis et soit remplacé par une espèce de nationalisme américain qui revient à la tendance Monroe. Non, c'est fini. Nous ne sommes plus le banquier du monde, nous ne sommes plus les gendarmes du monde. America first. Donc, d'accord pour des valeurs occidentales, mais chacun chez soi. Oui. Et là, c'est la panique dans l'Occident, où la Commission de Bruxelles, évidemment, cet européisme globalisateur, on dit, mais c'est papa qui nous laisse tomber. Quelque part, qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, tout à fait d'accord avec vous. On ne répétera jamais assez que le projet de l'Union européenne, qui à l'époque ne s'appelait pas ainsi, qui a été fondé par De Gasperi, Don Sturzo, Adenauer et De Gaulle a eu aussi sa part puisqu'il avait présenté le projet Fouché. N'oubliez pas le traité de l'Élysée en 63. Et le traité de l'Élysée qui a intronisé la souveraineté européenne vis-à-vis des intérêts américains et qui a été immédiatement liquidé par la CDU allemande avec Ingrid Erhardt quand il est arrivé au pouvoir. Absolument. Mais on oublie de dire que l'homme qui malheureusement a le plus compté, au-delà de tous ces gens, y compris Schuman qui était un chrétien pratiquant, c'était des gens tous enracinés, tout à coup le projet de Jean Monnet qui lui se vantait de ne pas lire de livres. C'est lui, c'est très intéressant. On est d'accord des deux. Et c'est l'agent. Et surtout, c'est pas du complotisme, parce qu'aujourd'hui on a les archives allemandes. C'est l'agent de la CIA qui a en plus travaillé pour des banques anglaises et américaines. Et donc c'est quelqu'un qui travaille pour la technostructure financière américaine et anglaise, qui est agent de la CIA, et aujourd'hui on a toutes les archives. C'est pas un l'image de Gaulle pendant la guerre auprès de Roosevelt. C'est lui qui dit c'est un fasciste, faut pas lui faire confiance. Et c'est lui le vainqueur. Son idée, c'était de bâtir une Europe sachant que les peuples ne voudraient pas se diluer dans un fédéralisme qui deviendra ensuite l'antichambre du mondialisme. Il a dit on va le faire accepter par des petits pas, par des choses qui ont l'air anodines. C'est la cuisson du homard ou de l'anguille. Et c'est lui qui avait cette stratégie. On va commencer par l'acier, le charbon, puis après aujourd'hui c'est la Confédération économique et l'acier, la CE. Donc vous êtes en train de m'expliquer que Barroso, Juncker et Van der Weyden sont les successeurs, sont les disciples de Monnet. Absolument. Barroso, regardez, on comprend. Alors Barroso qui était président de la Commission européenne, Premier ministre portugais, ancien trotskiste, devenu Premier ministre et président de la Commission européenne. Et tout est lié, c'est à cause de lui que la révolution en Ukraine
part en vrille et devient une guerre civile parce qu'il a demandé à l'ancien président ukrainien, soi-disant pro-russe, de signer un accord d'association avec l'Union européenne qui était exclusif de l'association de l'union douanière avec la Russie, qui elle représentait 80% de l'économie. Il ne pouvait pas renoncer à 80% de son économie avec la zone pro-russe. Il a dit, je veux attendre un petit peu. Et Barroso, qui était extrêmement manipulateur, avec bien sûr avec lui la National Endowment for Democracy, Soros et compagnie, tous nos députés, nos sénateurs, ils sont tous allés à Maïdan, et ils ont fait croire au peuple ukrainien qu'on leur volait la prospérité, le rêve européen, alors qu'en fait, Yanukovych demandait d'être raisonnable. Il disait, je ne peux pas tout de suite lâcher une zone de libre-échange qui n'a pas les mêmes normes avec la zone européenne. Barroso, comme par hasard, quand il quitte son poste de commissaire européen, de président de la Commission européenne, que devient-il? Employé de Goldman Sachs. Ok, Goldman Sachs. Monti, futur président du Conseil italien, Goldman Sachs. Alors ensuite, vous avez Jean-Claude Juncker qui explique qu'il n'y a pas de démocratie au-dessus des traités. C'est-à-dire les contrats qu'on a signés entre multinationales, il n'y a aucune décision des peuples qui puisse revenir dessus. C'est gigantesque comme formule. C'est gigantesque et surtout, ce n'est pas juridiquement correct, puisque dans le droit international, on apprend que rien n'est au-dessus de la souveraineté d'un État. Alors on nous répète, pacta sunt servanda. Oui, bien sûr. Traité engage celui qui l'a signé. Mais sauf qu'on oublie souvent de dire, un État qui a signé un traité, il est engagé tant qu'il ne dénonce pas le traité. Il a le droit de sortir de n'importe quel traité. Le général de Gaulle dit, si on se fait couillonner, on a le droit de claquer la porte. On a le droit de claquer la porte. À l'imperfide. Et c'est ce que j'apprends à mes élèves en première année de droit international. On n'est pas dans une interprétation. C'est la base du droit international. Alors, on ne sort pas d'un coup, on garde les engagements en cours, mais on a le droit de sortir, de dénoncer n'importe quel traité, puisque l'État, il est le pouvoir originaire. Le traité est un droit dérivé. On révise bien les constitutions. Pourquoi est-ce qu'on ne révise pas le traité? Quand nos dirigeants nous font croire qu'une constitution est une sorte de Bible qui ne peut pas être interprétée et pas changée, nous sommes dans une dérive extrêmement dangereuse. Et j'en viens à un point très important, nous ne sommes plus en démocratie depuis que les préambules des constitutions ont intégré dans la Constitution quelque chose de soi-disant supra-constitutionnel, le bloc de constitutionnalité qui permet aux juges de ne même pas juger une loi par rapport aux articles. On fait une petite pause. Alexandre Delvalle, on va revenir parce que ça c'est un aspect passionnant. Et c'est dans votre ouvrage, bien entendu. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. Nous sommes toujours avec Alexandre Delvalle, auteur du Nouvel Ordre Post-Occidental, et vous sous-titrez « Comment la guerre en Ukraine et le retour de Trump accélèrent la grande bascule géopolitique ». La guerre en Ukraine, vous nous disiez que justement, c'est le président de la Commission européenne, Barroso, qui avait engendré ces déséquilibres en Ukraine. Aujourd'hui, on est confronté à une situation inextricable. La vérité, elle est où dans ce conflit russo-ukrainien? Est-ce qu'à alors, vous avez quand même des voix qui le disent très prudemment. Poutine est un tyran et la Russie, aujourd'hui, a des comportements absolument barbares. Pour autant, on les a provoqués en voulant intégrer l'Ukraine à l'OTAN et en mettant des bases de la CIA sur la frontière ukrainienne. Est-ce que les Américains auraient pu avoir intérêt à un moment donné à créer ce conflit pour avoir une situation de prépondérance? En tout cas, dans mon livre sur le long chapitre sur l'Ukraine, je cite une trentaine de grands analystes, de diplomates, parmi les plus connus comme Kissinger, et de personnes autorisées, qui avaient averti depuis les années Clinton, le début de l'élargissement irresponsable de l'OTAN, qui trahissait une promesse d'ailleurs. Et Zbigniew Brzezinski, qui s'en mêle aussi, bien sûr. Donc on n'est pas dans la logique d'excuser les Russes, mais des grands stratèges, y compris de la guerre froide. George Kennan, l'homme qui a conçu le containment, c'est-à-dire l'endiguement contre la Russie soviétique. On ne peut pas l'accuser d'être un agent du KGB. Que disait-il avant de mourir? La plus grave erreur de l'Occident et des États-Unis est d'avoir étendu inconsidérément l'OTAN, mais aussi des missiles et des antimissiles qui se rapprochent trop de l'Empire. Jeffrey Sachs le dit souvent aussi, il a été conseiller à la fois des Ukrainiens et des Russes, il est assez autorisé. Des grands personnages comme ça, qu'est-ce qu'ils disent? Et un enfant de 3 ans peut le comprendre. Un empire, surtout si c'est un empire puissant et très armé, il y a une chose qu'il craint, la chose qu'il craint le plus, c'est que l'empire rival soit à son contact. Il veut des zones tampons entre lui et son ennemi. Mais c'est un peu comme dans la rue. Si vous vous approchez trop près... C'est un empire de protection et non pas un empire de conquête. C'est ce qu'on appelle en art martial la zone de sécurité. Si vous franchissez la zone de sécurité par instinct, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est la règle de la vie humaine, du combat. Clausewitz en parle. Clausewitz en parle. Si vous êtes trop proche de votre ennemi, il vous frappe au cas où vous le frappiez.
ou alors il va y avoir en tout cas une grave crise. Mais un enfant de 3 ans le comprend. Les grands stratèges de Kissinger à George Kennan l'ont compris et l'ont dit, mais d'autres, y compris le Premier ministre canadien, je cite une trentaine de personnes. Et on n'a pas voulu le comprendre. Pourquoi ? Pour ce que nous disions tout à l'heure. Comme l'Occident se veut globaliste, comme l'Occident se veut universel parce qu'il est le bien. Il est le bien absolu. Il est le bien avec un grand B. Pourquoi lui devrait accepter des zones d'influence pour les autres ? Lui, l'Occident veut des zones d'influence chez lui. L'Amérique a la doctrine Monroe. On ne supporte pas l'ingérence russe et chinoise. Mais nous pratiquons l'ingérence parce que pour nous, c'est différent. Un jour, un ami m'a dit, mais nous, c'est différent, c'est le bien. Parce que nous, on est démocrates. Le camp du bien. Mais ça ne marche pas comme ça, les relations internationales. Justement, on parlait du général de Gaulle tout à l'heure. Il a cette phrase historique, peut-être visionnaire. L'Europe de l'Atlantique à l'Oural et non pas des Vosges aux Rocheuses aujourd'hui. Est-ce que c'est un concept aujourd'hui qui tient la route ? Est-ce qu'on peut repenser l'Europe avec une Russie apaisée, un régime au Kremlin démocratique ? Est-ce qu'il y a une évolution possible par la force des choses de rassemblement de la vraie Europe ? Alors la seule configuration possible pour éviter la Troisième Guerre mondiale, et je pèse mes mots, nous sommes très proches de quelque chose de très grave, et je pourrais dire pourquoi ensuite. Mais la seule configuration possible, ce serait une grande alternance politique dans tous les pays européens qui ferait que l'Europe ne pourrait plus être un simple relais de l'atlantisme. L'Europe serait peut-être aurait encore l'OTAN comme organisation de défense, mais l'OTAN n'étant qu'un traité. L'OTAN, ce n'est que les États qui la composent. Si les États qui composent l'OTAN deviennent neutralistes, ce qui est le cas de la plupart des populistes qu'on appelle populistes ou identitaires ou conservateurs européens, à part les Polonais, toutes les forces populistes qui sont en train de monter, Chega au Portugal, j'étais il n'y a pas très longtemps, j'ai observé la vie politique portugaise, c'était assez étonnant. Ils sont devenus le premier ou le deuxième parti. Vox en Espagne. On peut parler bien sûr des Hongrois, des Tchèques, des Slovaques. On peut parler des Roumains qui ont failli gagner, etc. Si toutes ces forces arrivent au pouvoir, structurellement, elles feront de l'Europe une zone qui voudra redevenir amicale avec la Russie. Mais c'est ainsi. Si ma tante en avait, ce serait mon oncle, pour être vulgaire. Donc, on n'en est pas encore là. Tant que les pouvoirs en place sont là, qui sont du mainstream, qui sont attachés à ces grandes forces dont on a parlé tout à l'heure, globalistes et otanistes, globalistes, etc., ces forces-là ne voudront pas accepter une zone d'influence, une neutralité et encore moins une réconciliation avec la Russie, car la Russie, pour eux, c'est l'empêcheur de tourner en rond. C'est l'anti-globalisme. C'est un peuple blanc chrétien qui est fier de son christianisme, qui est même un peu trop nationaliste, puisqu'il devait même, je dis pas que c'est bien, mais en tout cas, c'est l'antithèse de la non-identité du globalisme occidental.